plaisir de recevoir Paul-Marie Couteau, qui va nous parler d'un sujet dont les tenants et aboutissants échappent à beaucoup d'entre vous. La liberté. La liberté des anciens et des modernes. Alors on peut avoir des étiquettes, mais l'esprit ambiant déforme bien souvent les grilles d'analyse. Pour les anciens, la liberté, c'est la possibilité qu'a l'homme de se réaliser. Et l'homme antique ou médiéval, ce qu'il recherchait dans la vie, c'est l'harmonie et une quête métaphysique. Pour l'homme moderne, et déjà, on le voit à la Renaissance, avec un de nos bons auteurs qui était encore chrétien, je réfléchis selon mes fantaisies miennes. Donc on voit, il y a une dichotomie entre l'être et sa foi. Pour l'homme antique, qu'il soit, et après ça va être adopté, assumé par le christianisme, toute la pensée aristotélicienne, l'intelligence voit le bien, est fascinée et veut le réaliser. En langage néothomiste, on dira qu'on agit librement grâce à la prémotion physique. Donc c'est l'aide, l'adjuvant, en langage théologique, on dirait de la grâce. Pour l'homme moderne, la liberté, c'est une abstraction, c'est la possibilité de faire tout et n'importe quoi. On a limité la liberté à la libertas à coactionner, la liberté de toute contrainte. Or, Épictète, le grand stoïcien, un jour il se trouve vendu au marché aux esclaves et on se moque de lui. Et il dit, moi, dans mes chaînes, je suis libre. Pie IX, quelques siècles plus tard, dira que la liberté moderne est un délire. Nietzsche dira que c'est une passion d'esclave. Et tout cela est applicable à de nombreux domaines. À l'esthétique, à la politique, à la religion. Le classique dira, devant une œuvre d'art, cela est beau, il reconnaît un transcendantal. Le moderne dira, cela me plaît, ça me chatouille le dos, c'est formidable. Donc l'impossibilité même d'échanger, un véritable dialogue. Donc c'est très important de se réapproprier ce qu'est la liberté. Et je vais vous donner la parole. Très bien. Et après la conférence, il n'y a que 4 livres, donc vous pouvez venir... Les fonds de tiroir. Voilà. Allez, bon. Nietzsche. Écoutez, je me lève, je ne sais pas si c'est la tradition, mais je vous vois mieux et je me suis plus à l'aise. Merci frère Thierry de m'avoir convié quand vous m'avez... Et puis de réunir beaucoup de monde. Moi j'ai habité au 8 rue du Vieux-Colombier pendant de longues années et j'ai pas toujours vu autant de monde au parloir. Donc vous réussissez quelque chose là, frère Thierry. Je vous ai dit quand vous m'avez demandé de quoi voulez-vous parler, un peu à brûle-pourpoint, je me souviens j'étais en voiture, c'était pas le fruit d'une réflexion très élaborée, mais c'était justement l'endroit où j'en étais de réflexion plus large par lesquels je commencerai. Je vous ai répondu, j'aimerais que l'on parle de la liberté, des équivoques épouvantables de la liberté, qui est à la fois, vous l'avez dit, vous avez bien engagé le sujet, la liberté d'être soi, c'est-à-dire c'est un rapport à l'être. C'est la liberté du résistant, celui qui résiste à ce qui n'est pas soi, pour accomplir son être. Et puis la liberté moderne, vous avez dit, d'une formule un peu rapide, mais c'est exactement ça. Pour les modernes, la liberté, ça consiste à faire n'importe quoi, y compris ce qui n'est pas soi, mais ce qui nous passe par la tête, ou une pulsion. Et les pulsions, alors là maintenant on le sait, elles ne sont pas de l'être, justement. Et quelquefois elles viennent de l'extérieur, provoquées par la publicité, un désir, un conditionnement, une propagande, etc. Et c'est en cela, vous parlez de Nietzsche tout à l'heure, je vous soufflais cette phrase, et vous la reliez à Épictète, que la liberté est une passion d'esclave, comme a dit Nietzsche. Esclave, non pas de lui-même, justement, on
aimerait être lié à soi-même, mais de ce qui n'est pas soi, mais qui vous habite, ou tout au moins ce qui passe par vous, ce qui vous est étranger, mais qui vous meut, ou vous émeut, qui vous empêche d'être vous-même. Si je pensais à ce sujet, je reviens un petit peu en arrière, c'est que, après quelques pérégrinations politiques des dernières années, j'essayais de trouver le critérium de distinction qui devient assez difficile à trouver, mais qui est à mon avis nécessaire entre la droite et la gauche. C'est celui qui structure le débat, et je me méfie un peu de l'idée très communément partagée, d'une certaine façon à la fois par Florian Philippot et par Emmanuel Macron, ou François Bayrou, ou Jacques Attali, c'est qu'il n'y a plus ni droite ni gauche. Alors ça, c'est un espèce de passum qui me paraît un peu suspect. Quand tout le monde partage la même idée, c'est qu'elle est un peu dans l'air et justement, elle ne correspond pas à grand-chose de profond. Seulement pour chercher le critère, le critérium, ça devient compliqué. Et de recherche en recherche, enfin de réflexion en réflexion, le mot recherche est un peu pompeux, j'en suis arrivé à la véritable opposition. La véritable opposition, elle n'est pas dans ce à quoi on réfère toujours l'opposition de la droite et de la gauche, selon que les députés à l'Assemblée nationale se plaçaient à droite ou à gauche de l'hémicycle. À gauche, ceux qui s'opposaient au veto du roi, à droite, ceux qui le protégeaient. C'est assez, au fond, un épiphénomène. C'est bien antérieur. C'est, je crois, dans le terrible bouillonnant, comme dit Philippe Bossan, le bouillonnant XVIIe siècle, qu'il faut aller le chercher. Et dans ce qui a été catalysé et très formulé, dans des débats qui sont extraordinairement précis, et qu'on a appelé la querelle des anciens et des modernes. Pour ceux qui s'intéressent à ces épisodes, je conseille les ouvrages, il y en a deux importants, pour tous les deux ce titre d'ailleurs, la querelle des anciens et des modernes, assez reliée à la crise de conscience européenne de Paul Hazard. Il y a eu un basculement. Hein, en deux tomes. Oui, magnifique livre aussi. Il y a eu un basculement qui finalement ne date pas de la Révolution, mais dont la Révolution est la conséquence, une des conséquences, la Révolution française et la Révolution américaine en fait, à la fin du XVIIe. Et je trouve extrêmement nourrissant ces débats entre les anciens et les modernes, parce que ce basculement-là, pour moi, il accuse beaucoup le monde moderne, mais il lui donne un fondement. Enfin, le modernisme, en tous les cas, il lui donne un fondement. On voit bien que des oppositions, alors là, cette fois, très sérieuses, et je crois que ça peut servir de critérium entre la droite et la gauche, en sachant qu'une partie de ce qui passe pour la droite est d'un modernisme fou, enfin, autant que ce qui passe pour la gauche. Et que nous sommes très minoritaires si nous sommes les héritiers des anciens. Mais bon, c'est pas grave d'être minoritaire, au contraire. Pour l'instant, du moins. Il y a des débats à la fin du XVIIe siècle. Alors, le début, ça se passait à l'Académie française, non loin d'ici. Le grand détonateur, tout le monde le sait, 1785, le fameux discours de Charles Perrault. Le fameux Perrault, des Comptes de Perrault, qui prononce un discours très étonnant. Je l'ai relu parce que nous le publions dans le prochain numéro, pardon, cette publicité gratuite des Cahiers de l'Indépendance qui vont enfin apparaître dans quelques jours. Perrault dit au fond, mes chers confrères de l'Académie, on fait fausse route parce que nous nous référons toujours au monde ancien. C'est pas simplement les âges chrétiens, c'est même les âges pré-chrétiens, mais les âges pré-chrétiens, vous l'avez dit, convergent vers l'âge chrétien, le prépare. Il y a bien entendu la révélation, mais il y a aussi l'humus qui permet la révélation, ou à la révélation d'être acceptée. C'est principalement le monde grec, en effet, Aristote, je dirais aussi Platon, mais il n'y a pas d'opposition entre Aristote et Platon, sur certains points oui, mais pas au fond. Et cet humus ancien, dit le cher Perrault, on en est prisonnier, il faut s'en débarrasser parce que Louis XIV, le fameux Louis XIV, a montré que chaque siècle est meilleur que le précédent.
Et le magnifique, c'est un éloge de Louis XIV en plus, ce fondement du modernisme. C'est assez équivoque, hein, de cette façon. La magnificence du roi, du grand roi, prouve que l'humanité marche pas à pas vers une sorte de rédemption sur cette terre, qui n'a plus rien à voir avec la grâce, mais qui a à voir avec leur volonté, leur volontarisme, ce que vous disiez tout à l'heure, leur travail, leur pensée, et l'idée que demain sera toujours meilleur qu'hier. Vous savez, ce critérium qui au fond peut se résumer sur le regard que nous portons sur le temps, c'est très important en politique. Selon que le temps soit linéaire, comme le pensent les modernes, c'est-à-dire que derrière, c'est l'obscurité à laquelle nous tournons le dos, et devant, l'avenir radieux. Il y a déjà dans le discours de Charles Perrault l'esquisse d'un avenir radieux, comme on dira du communisme, si vous voulez. C'est-à-dire que par notre volonté, nous progressons vers le sans cesse meilleur. Alors que pour les anciens, le temps est immobile. L'homme reste qu'il est. Il a travaillé en lui-même pour être bon, pour servir le bien public, certes, mais c'est un travail qui est sans cesse à recommencer, qui ne produit pas nécessairement du meilleur au XVIIIe siècle qu'au XVIe, pour rester dans le champ historique dans lequel il se plaçait. Et à ce moment-là, tout a changé. Pourquoi? Parce que substituer à l'être, à ce que nous sommes, à notre travail intérieur, ou alors à la grâce, ou à la conformité à la nature, à notre nature, à cette recherche d'harmonie, qui est en effet le propre de l'homme antique, et d'une certaine façon du médiéval aussi, c'est-à-dire celui qui est bien avec lui-même, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas en travail avec lui-même pour se nier et pour nier ce qu'il est, c'est-à-dire son passé, pour être autre, c'est-à-dire cet avenir meilleur. Ça a des résonances dans tous les sens. Et en effet, ça en a une sur... alors, il y a évidemment la question du progressisme, qui est une maladie. Alors ça aussi, c'est une maladie, le progressisme, et on en paye les conséquences. On parlait de l'Algérie tout à l'heure avec frère Thierry. Ben, je vois dans la colonisation une conséquence folle, qui nous coûte cher aujourd'hui, n'est-ce pas? La contre-colonisation coûte cher, mais une conséquence folle de l'idée selon laquelle l'humanité doit marcher vers un avenir sans cesse meilleur, et les peuples sont à des degrés divers de cette croissance et de ce progrès permanent. Ce qui a justifié, bon, c'est le discours de Ferry sur les races supérieures, etc., par rapport à une espèce de progrès, non pas par rapport à l'être, par rapport à une espèce de linéarité temporelle. Intéressant, parce qu'il s'agissait de quoi dans la folie progressiste ou moderniste, c'est de se libérer de soi-même, justement, de sortir de son être. Et là, il y a un basculement qui se fait beaucoup sur le thème, le regard porté sur la liberté. Il y a, vous l'avez esquissé tout à l'heure, il y a deux conceptions très antinomiques, pour moi à peu près incompatibles, entre la liberté des anciens, qui consiste, c'est ce que je disais de but en blanc, et il faut s'en tenir à cette définition de la liberté, qui consiste à être ce que l'on est, c'est-à-dire au fond accepter son héritage, mais accepter ce que la nature fait de nous, accepter la loi naturelle. Bon, vous voyez quelle résonance ça peut avoir aujourd'hui. Et l'autre liberté qui consiste eh bien, à la défier, à la construire, c'est-à-dire à déconstruire l'ordre naturel. Confère les vaticinations sur le gender, etc., qui répondent à cette idée folle on pourrait dire du progressisme et de l'existentialisme. Nous avons été, pendant 3 siècles, on a cru que c'était simplement la période sartrénienne, colonisés, ravagés par cet existentialisme qui consiste que l'on peut sans cesse être autre que ce que l'on est. Que la liberté consiste à s'aliéner, à se faire autre que ce que l'on est, et non pas à se faire sans cesse davantage soi-même. Vous savez, c'est le vieux débat, en quoi c'est très grec, entre Parménide et Héraclite. Héraclite postule, en quoi il est bien un des fondateurs des modernes, postule que le monde change sans fin et que l'on peut par la volonté le tirer dans un sens ou dans un autre,
et qu'il faut accepter ce changement comme ce changement permanent comme une bénédiction. Et il dit d'ailleurs, on ne se baigne jamais dans la même eau, vous connaissez cette parabole, à quoi Parménide répond, oui, on se baigne pas toujours dans la même eau, mais on se baigne toujours dans le même fleuve. Bon, en mettant l'accent sur les permanences. Et évidemment, Parménide est un des maîtres de Platon, pour qui, alors évidemment, l'essentialisme devient systématique, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et quand on est quelque chose ou quelqu'un, si on sort de ce que l'on est, ben on n'est plus rien. C'est en quoi, je crois, la question de la liberté prend tout son éclairage. Puisque, encore une fois, l'autre liberté consiste à être autre chose que ce que l'on est. C'est un écho de ce débat très grec entre Héraclite, Parménide et puis Platon, cet essentialisme qui est aujourd'hui totalement, je crois, dont nous sommes les héritiers en fait, mais qui est très mal vu. Il faut sans cesse qu'une chose soit autre que ce qu'elle est, qu'un homme ne soit pas un homme, qu'une femme ne soit pas une femme, que si elle est une femme, c'est qu'elle l'est devenue, mais ça n'est pas son être, et d'ailleurs si c'est son être, on peut le modifier. D'ailleurs, on ne le fait pas simplement dans ce débat, on ne le voit pas nécessairement dans ce débat très actuel aujourd'hui. C'était les échos du débat très important d'ailleurs, sur le mariage homosexuel, bien sûr. Mais il y a d'autres épisodes très marquants. Il y en a un qui m'avait beaucoup marqué, je vais vous étonner, c'est l'épisode de la vache folle. Les modernes ont cru qu'un herbivore pouvait devenir carnivore parce que c'était moins cher de donner de la viande carnée. Bon, alors ben voilà, comme tout devient tout, et ben un herbivore peut devenir un carnivore. Et on enfreint la loi de la nature, c'est-à-dire le genre, l'herbivore, le carnivore. On franchit les barrières, on franchit l'être profond. Ça a donné les carnages que l'on a vus, l'holocauste je crois, de centaines de milliers d'animaux, qui peut-être en annonce d'autres, parce que voilà ce qui se passe quand on enfreint la loi de la nature. Et je pense que cette folie moderniste, cette folie de la liberté consistant à croire que l'on peut devenir ce que l'on veut, c'est-à-dire à instrumentaliser la volonté humaine à l'égal de la création, enfin de la nature, mais qu'est-ce que c'est que la nature? J'ai toujours envie de dire aux écologistes, vous invoquez le respect de la nature, mais la nature c'est la création. Revenez aux sources de l'aspiration et vos incantations permanentes à la nature, elles supposent un être, elles supposent une harmonie profonde du monde. Et elles supposent une création qui a son ordre propre et donc un créateur. Et enfin, les écologistes sont très loin de leur base. Et les essentialistes sont beaucoup plus écologistes, parce qu'eux, ils respectent la loi de nature, justement. Et je pense que, si vous voulez lire, enfin, je ne vais pas parler trop longtemps, j'ai dit un quart d'heure, et puis comme je dois partir, je dois vous dire d'ailleurs que j'ai compris que, j'avais pas compris, on ne s'est pas compris tous les deux, on a tout de suite parlé de grandes affaires, quand on s'est parlé au téléphone, frère Thierry, mais je n'avais pas compris que nous dînions, puisque j'ai accepté une invitation à dîner tout à l'heure, ce qui fait que j'ai demandé à la maîtresse de maison de retarder d'1 heure, mais je ne peux pas rester très longtemps avec vous. Donc je préfère ne pas être long pour qu'on puisse un peu échanger sur cette question de la liberté, qui est une de ces idées folles dont parle Chesterton, qui détaché de Dieu, vous savez ce que c'est, les idées modernes sont des idées chrétiennes devenues folles, qui détaché de Dieu deviennent folles, c'est-à-dire de Dieu, de l'être, en fait, de la question de l'être, c'est-à-dire de la permanence, de ce qui a trait à l'ordre naturel, ou à la loi naturelle. Cette question de la liberté, donc, partout autour de nous, fait ses ravages parce qu'elle s'est détachée de sa signification profonde, qui est encore une fois d'accomplir en soi-même son être. Bon. Et non pas de s'affranchir de contraintes, vous avez utilisé ce mot, mais on peut le présenter de diverses manières. Ça a des effets politiques énormes, ce dont nous parlons. Et je crois, pour en revenir à un aspect un peu politique, des aspects plus théoriques, on peut je suis sûr qu'avec vous et avec vous, frère Thierry, on peut y revenir, mais je voudrais quand même revenir, puisque c'était le souci premier, ce pourquoi j'en suis arrivé à ces recherches sur les anciens et les modernes. Je crois que ça peut instruire, ces deux conceptions de la liberté, une césure très profonde entre la droite et la gauche.
que ce soit la politique de la santé, que ce soit la politique de l'éducation, que ce soit la politique de quelque domaine que ce soit, à partir du moment où vous la référez, la politique agricole, que sais-je, à partir du moment où vous la référez à ces deux conceptions essentialistes, on peut dire ça comme ça, et existentialistes de la liberté, vous avez vraiment deux conceptions incompatibles. L'homme de gauche choisira toujours le changement, le progrès, Héraclite, l'existentialisme et cette conception de la liberté, vous êtes libre, faites ce que vous voulez, c'est-à-dire n'importe quoi. Et à quoi nous pouvons commencer à instruire une pensée proprement réactionnaire, en réaction vis-à-vis du triomphe moderniste, qui consiste à revenir à l'être, à la permanence, à la loi de nature, et ces lois de nature que l'homme de gauche, justement, n'existe pas. Et je me demande si, à partir de là, on ne peut pas fonder, j'allais dire une nouvelle droite, la formule a déjà été prise, mais enfin, on peut donner, n'est-ce pas, bon, on trouve autre chose, mais une opposition à ce monde qui soit suffisamment instruite, si vous voulez, suffisamment formée, formulable et compréhensible, pour instruire une pensée, je dirais, contre-révolutionnaire, dans la mesure où le modernisme a révolutionné le monde, mais non pas depuis 68, même pas depuis la République, même pas depuis la Révolution française, mais au fond depuis 3 siècles. Ce qui nous pèse, ce qui est sur nos épaules, c'est 3 siècles de déchaînement moderniste qui a commencé à l'Académie française. Comme d'habitude, tout se passe en France, parce que c'est l'ensemble de l'Europe qui a basculé dans un autre monde et qui a tourné le dos au monde ancien sous couvert de progressisme. Et c'est à nous de retrouver, sans avoir peur de ce terrorisme moderniste, à nous d'oser nous dire anciens. Mais en réalité, ce sont les modernes qui ont qualifié les autres d'anciens. Ils étaient simplement classiques. Mais n'ayons pas peur de nous dire classique et anti-moderne. Voilà une bonne dichotomie. Et je pense que c'est un couple d'opposition qui a son efficace en politique. On peut aussi aborder les aspects politiques de la chose si vous voulez. Merci beaucoup de votre attention. Je pense qu'il y a de nombreuses questions qui vont jaillir. On peut dire qu'autrefois, l'homme, pour dominer la nature, s'y soumettait. Voilà. Sequere natura. Suivre la nature. Suivre la nature. L'homme moderne, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il fait concrètement? La violer. Alors, donc là-dessus, ça peut être un sujet de débat. La deuxième chose, peut-être qu'il n'a pas été vraiment abordé, que même restant dans le cadre chrétien, on peut mal comprendre ce qu'est la liberté et mettre l'accent sur la volonté et faire un volontarisme. Et on voit très bien dans des périodes de crise. Regardez, en même pas 1 an, la liturgie a été balayée, les structures ecclésiales chamboulées, la philosophie, ils ont enseigné dans les universités catholiques mis au rebut de l'histoire. Pourquoi? Peut-être par une mauvaise perception de ce qu'est l'autorité, de ce qu'est la volonté. Combien de gens veulent? Ils veulent peut-être le bien, mais ils le choisissent mal. Or, le grand problème de l'homme, c'est de bien choisir le bien. Très difficile. Et je pense qu'un des dangers, alors que j'ai prêché pendant des années les retraites de Saint-Ignace, c'est justement le volontarisme, qui a été mal compris. Voilà. Oui, le volontarisme qui est pas simplement qui n'a pas simplement une portée politique et une portée intérieure. Oui. Est-ce que nous avons le droit de vouloir intérieurement ou simplement de nous conformer? C'est ça. Selon, je pense, une pensée classique, il faut se conformer à ce que l'intelligence perçoit. Il me semble. Oui. Ou que l'intuition. Est-ce que oui. vous croyez... Alors, mais l'intelligence peut être l'intuition est un élément de l'intelligence. Bien sûr, la nature angélique, la connaissance angélique n'est qu'intuitive. Parce que ne réduisez pas l'intelligence, c'est pas vous qui le ferez à la rationalisation. C'est pas vous qui le ferez. Bien sûr que non. Oui.
elle peut prendre plusieurs formes. Et le danger, je pense, c'est le volontarisme. Et vous irez jusqu'à dire le volontarisme intérieur? Bien sûr. Oui. Vous voyez, le vrai chrétien est un homme libre. Et c'est pour ça que des fois j'ai pu choquer. Je disais que Nietzsche était un génie spirituel raté. Il aurait pu être un deuxième Saint Paul. Et ce qu'il a peut-être perdu, c'est d'être né dans un monde luthérien où il y avait la négation de la grâce. Et chez Luther, on est sauvé, mais on est en même temps pécheur. Donc Dieu est un grand impuissant qui est incapable de transformer l'homme. Donc il n'a même pas compris le sens du psaume 90, du Miserere. Et l'angoisse de Luther, il l'a résolue par sa problématique théologique. Et qui tombe en fait concrètement, et même sur le plan politique, dans le naturalisme. Et je pense que un des fléaux de la chrétienté latine a été le volontarisme. Et je pense qu'après la crise, qu'on aura un X grand pape, il y aura, je pense, toute une théologie à réécrire, même de l'obéissance. Du Beja, Nietzsche, Ouais. du Beja, de l'acceptation. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, frère, mais il y a aussi un truc qui est étonnant avec le volontarisme, c'est que demain, si on apprenait aux hommes que la Terre va exploser, va mourir, il y aurait deux sortes d'hommes. Il y aurait ceux qui, les vrais anciens, ils s'asseraient, ils se diraient, bah viens, ça arrive, et ils réfléchiraient pas à ce qui leur arrivait, et tandis que tous les hommes, les modernes, j'ai l'impression qu'ils seraient en train soit de prier pour que la fin du monde n'arrive pas et pour que leur mort ne soit pas là, ce qui est totalement anti-chrétien de faire ça, soit au contraire profiter de la vie avant qu'elle parte. Et je pense qu'il y a cette belle différenciation. Et que la majorité des chrétiens sont plus chrétiens parce qu'ils prieraient pour ne pas mourir le lendemain. Oui. Vous voyez à quel... Mais la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne le sont plus. Ancien, Il y avait un vieux sage, tremblement de terre, il s'embarque, et les gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas pu prendre leur richesse. Et le vieux sage dit « Omnia mecum porto », il n'avait plus rien. Je porte tout avec moi. Qui a dit ça? Un vieux sage. Bias C'est rapporté de par Brienne. Diogène de Laërce. C'est Bias de Brienne. Oui. Quand les Perses sont arrivés, Voilà. qu'ils allaient prendre sa ville, tout le monde partait avec son baluchon, etc. Et lui, il n'avait rien, on lui demande mais où est-ce que... Voilà, J'ai tout avec moi. dans sa tête. Mais je voulais poser une question au orateur. Je voudrais savoir pourquoi il n'a pas abordé l'opposition liberté des anciens et liberté des modernes en considérant ce qu'en dit Benjamin Constant, puisque c'est Benjamin Constant qui a parlé de la liberté des modernes et des anciens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que Perrault, etc., il parle, il intervient dans le cadre de la querelle des anciens et des modernes. Et une chose qui est intéressante de considérer, c'est que, paradoxalement, ce sont ceux qui prennent position du côté des anciens qui sont les grands écrivains de génie de l'époque de Louis XIV. Autrement dit, Perrault affirme que les modernes, par exemple Racine, Corneille, etc., les grands hommes de son siècle, Ah ben, Corneille et Racine ne sont pas du côté des ils modernes. prétendaient Hein. qu'ils étaient supérieurs, à Sophocle, à Échille, à Euripide. Mais ces gens-là qui ont monté au pinacle, que les modernes montaient au pinacle, Ils ne sont pas modernes. ils n'étaient pas du côté des modernes. Au contraire. Pourquoi? Parce que eux, par exemple, c'est le cas de Racine, lisaient dans le grec. Ils lisaient les textes anciens, ils les connaissaient. Alors que Perrault, il ne savait rien. Il était complètement ignorant. Il ne connaissait pas le grec. Donc il ne parlait pas en connaissance de cause.
Et moi, je pense que la question se pose dans les mêmes termes aujourd'hui. Ceux qui se prétendent modernes, c'est finalement ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent. L'ignorance. Hein, voilà. Et de plus, ils nous enfoncent dans cette dire que les modernes sont meilleurs que les anciens, c'est souvent un prétexte pour... Cacher l'ignorance. Voilà. Et qui la provoque en même temps. Voilà. Oui, c'est une forme d'obscurantisme. Mais c'est bien de dire que le modernisme est un obscurantisme. D'ailleurs, ces avatars politiques ont sombré dans l'obscurantisme, c'est-à-dire la négation de la pensée, de la tradition, donc de la pensée. Et une forme d'impiété dans le sens antique du terme. Le refus d'honorer la mémoire des anciens. Et là aussi, ça pose un problème, même pour les églises. Le refus de la tradition, d'une transmission vivante et non pas d'une reconstitution folklorique, bavarde, mais c'est incapable de transformer, de transfigurer le monde. Oui, allez-y. Est-ce que cette manière de se libérer de la tradition des anciens, d'aller vers un progrès, n'est-elle pas une manière qui, à terme, abolit toute liberté? Laquelle? Sa liberté, puisque on a ôté toute substance. Oui, à partir du moment où la liberté est détachée de l'être, voilà, elle est manipulable à l'infini. C'est comme ça que les modernes ont sombré, pour les uns, dans la recherche de l'homme nouveau communiste, ou de la recherche de l'homme nouveau nazi d'ailleurs, ou de l'homme nouveau américain. Pareil, les trois déchaînements, je ne dis pas que je les mets sur un pied d'égalité, encore que c'est les trois absolutismes qui ont labouré le XXe siècle, c'est-à-dire l'homme nouveau communiste, l'homme nouveau nazi et l'homme nouveau américain, sont tous des produits, c'est pour ça que la question de la liberté est tellement saillante, d'une liberté qui peut devenir n'importe quoi, et c'est-à-dire une arme de pouvoir contre l'être, à partir du moment où elle est détachée de l'être, qui est une sorte de solidité, comment peut-on dire, d'assurance. Est-ce que ça ne rejoint pas un certain millénarisme sous-jacent, cette volonté de se libérer? Oui, c'est ça. Tous les millénarismes. Qu'on retrouve partout. Hein. Oui, tous les millénarismes, y compris le millénarisme moderniste à l'américaine, ça c'est sûr. Bon. Ça, vous voyez Colosimo sur le millénarisme américain, ça vaut le communiste, hein, mais ça, même si c'est doux, même si le jouir sans entrave, ça a l'air plus rigolo, et c'est peut-être plus rigolo que la Sibérie, mais ou que Treblinka, bien entendu. Mais le détachement de l'être, et l'être, on le trouve comment, on le lit comment? Dans le temps, c'est-à-dire en acceptant la première dimension du temps, qui n'est pas la seule, qui est le passé. Mais la dimension du temps, c'est aussi bien l'avenir que le passé. C'est un ensemble de permanence. C'est pour ça que j'oppose Héraclite et Parménide et Héraclite. C'était très fondateur, ces deux lectures du temps. À partir du moment où on a, vous avez tout à fait raison Henri, à partir du moment où on a détaché la liberté de l'être, c'est-à-dire la liberté d'être ce que l'on est, alors, selon la fameuse phrase dont un parti étourdi avait fait un slogan qui l'a mené à l'Élysée, tout est possible. C'était le slogan du Parti socialiste dans les années 70. Tout est possible. C'est-à-dire tout est possible, même le pire. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu. Il faut se méfier de cette phrase tout de même, parce que je crois me souvenir que c'est une citation de Talleyrand Périgord. Ah bon? Et oui, il a dit ça juste avant la Restauration. C'est assez intéressant puisque c'était dans le bon sens. Oui, à mon avis. Oui. C'était pas un absolutisme philosophique, tout est possible. C'était voilà, très conjoncturel, celui de Talleyrand. Oui, c'était pragmatique. Mais ça induisait des conséquences, des implicites philosophiques ensuite, avec la réalisation de ce régime. C'est le point premier de l'homme sage et de l'homme réactionnaire. Tout n'est pas possible. C'est très simple, hein. On ne va pas chercher midi à 14h. Mais par exemple, c'est la bonne réaction qui a inspiré, qui a mis des millions de Français dans les rues en 2012 et 2013 à propos du mariage homosexuel. Non, tout n'est pas possible. Non, un homme ne devient pas une femme, etc. etc. Enfin, toute la folie du gender.
encore une fois, c'est sur cette question sur ces deux conceptions de la liberté que le hiatus se fait, enfin que l'opposition, que le critère d'opposition s'instruit. Vous parlez de la nature, Henri, oui. Non, je parlais de Oui. À propos de Talleyrand. il voulait ouvrir le jeu, il ne voulait pas changer la nature. Oui, oui, c'était autre chose. N'entreprenons pas de corrompre la nature des choses. C'est une phrase que j'ai retrouvée souvent dans les confidences qu'un ami du frère fait à son aide de camp Claude Guy. N'entreprenons pas de corrompre la nature des choses. C'est une phrase qui revenait sans cesse dans la parole du général de Gaulle. On le voit quand on voit les rapports de ses conversations de son confident Claude Guy. Alors lui, c'est un ancien typique, là, pour le coup. Même s'il n'a pas que des amis chez les anciens, que nous sommes. Je pense que le grand problème du monde moderne, c'est d'avoir déconnecté la liberté de la vérité. Alors, je voulais dire ça tout à l'heure. Hein? Alors, je pense que c'est un problème qu'il faudra réaborder. Et on peut penser à certains textes ambigus, entre autres de Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae. C'est pas une encyclique, c'est un texte conciliaire qui proclame. Alors, il y a différentes visions. Au 19e, on l'a condamné. Aujourd'hui, on en fait l'éloge. Alors, Poula va essayer de concilier les deux points de vue en montrant que l'Église a été toujours contre l'ordre bourgeois. Bon, a été toujours contre l'ordre bourgeois. Bon, c'est un peu simplificateur. Mais je pense que l'homme moderne a perdu la notion de ce que peut être une vérité. Il vit dans la caverne, ça c'est sûr. Il craint la lucidité. Il craint la lumière. Il craint le fait de se dire que le lendemain ne sera pas forcément mieux. Le jour, il veut se dire oui, je vivrai mieux demain. Le monde sera beau, tout va être très bien, je vais être plus libre, alors qu'il sait très bien que s'il tombe dans la dépression, il saura très bien que le lendemain sera jamais mieux. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis peut-être 3 siècles, les nouvelles générations ne sont pas assurées. Là, pour le coup, les ombres tombent, que demain sera meilleur qu'hier. Oui, mais ils espèrent. C'est la première fois depuis 3 siècles. Ils espèrent. C'est la première fois depuis Louis XIV. Ils ont une espérance. Et c'est comme ce qui détruit l'espérance. Ce qui est le plus destructeur pour l'humain. Ils ont une désespérance, surtout. Je crois qu'ils se rendent. Hein? Non, je ne crois pas qu'ils ont une espérance. Je crois que là, on est en train d'assister à un basculement. Je crois que pour le commun des mortels, l'avenir n'est pas nécessairement meilleur. Et je vous le dis, c'est très neuf dans la récente histoire occidentale. C'est parce que c'est la grande tentation de terminer l'histoire. Une sorte d'âge d'or où tout le monde se idyllique, mais il n'y aura plus d'histoire. Le soleil ne se lèvera plus demain. D'ici là, c'est la grande tentation. L'histoire va se terminer, et puis d'ici là, on fait n'importe quoi. Le soleil ne se lèvera plus demain. On vit comme des souvenirs. La tentation fin de siècle. Henri, vous croyez que ça a des échos politiques, ce que nous disons? Est-ce que vous croyez que cette dichotomie ancien-moderne, instruite sur le sujet de la nature, sur le sujet de la liberté, par exemple, elle est fondatrice ou refondatrice? Elle a une efficacité politique. En somme, est-ce qu'elle peut refonder la droite, quoi? Voilà, pour tailler à travers champ. Non? On croit que demain, on peut refonder. Ouais. On peut refonder si on croit que demain, on refondera. On ne peut pas refonder si on croit que demain, on pourra plus refonder. Ça, c'est Il sûr. faut un progressisme de la refondation, pas un progressisme qu'on a connu depuis 3 siècles. C'est une impasse sur tout le monde de siècle. Une impasse sur tout le monde de siècle. C'est pas un progressisme volontaire. De refonder. C'est comme ça que je dis. C'est pas facile. On peut tirer les choses de tous les côtés. Il y a la question politique, il y a la question de la transmission, qui est la grande question de la période. Hein.
on arrive très très loin quand on rend l'enseignement d'histoire facultatif. Ah, c'est une grande victoire des modernes. C'est l'accomplissement général. Enfin, c'est la grande victoire finale des modernes. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'histoire, tout va disparaître. C'est la grande tentation de nous n'avons plus d'histoire, tout va disparaître. C'est la philosophie de Madame Cassel. Nous n'aurons plus d'histoire. Les tissus là, on va être convivial. Mais croyez-vous vraiment qu'il existe une liberté des modernes? Parce que si on pousse le raisonnement au bout, moi ce que je vois en tant que juriste, c'est qu'en cherchant à nier l'histoire, on prive les peuples de leur mémoire, de leurs racines, et donc de leur liberté. Donc si c'est un des fruits pourris des modernes, à ce moment-là, il n'y a pas de liberté des modernes. C'est une fois de plus une imposture. Non, c'est une liberté dans un autre sens, qui consiste à le... Comme on dit à New York, anything goes. C'est le grand mot des New-Yorkais, anything goes, tout va, enfin, tout convient, tout passe, tout est possible. Au fond, anything goes, ça veut dire tout est possible. Ça, pour les modernes, c'est un sens précis du mot liberté. D'ailleurs, s'ils l'ont sans cesse au bout de dans la bouche, c'est que, à mon avis, ça a un sens pour eux. Le problème, c'est que c'est le sens contraire du mot classique. Non ? À titre personnel, je pense qu'il est totalement incompatible de concevoir la liberté sans, par exemple, cette recherche de la vérité qu'on trouve à travers l'histoire. Donc, à travers Anything Goes, je ne vois rien d'autre que des bras qui sont baissés ou des gardises. Ce n'est pas la pensée, ça. Et donc, ça ne peut pas être l'exercice d'une liberté fructueuse. Ça, c'est une parole, comment dire, sceptique. C'est un physicien, Feyerabend. Vous voulez dire anything goes, c'est une phrase de sceptique, oui. Et ça veut dire que n'importe quelle théorie, elle est bonne. Oh, c'est n'importe quelle attitude, c'est n'importe quelle idée, c'est n'importe quelle façon de s'habiller, etc. Anything goes, il touche tout. Mais pour lui, ça valait pour la vérité scientifique. C'est-à-dire qu'une théorie scientifique est bonne et une autre qui disait le contraire peut être bonne aussi. C'est du scepticisme. Voilà. En tout cas, c'est une négation de la vérité. Voilà. Ou qu'il existe une vérité. Oui, parce c'est un anarchiste. Feyerabend a une idéologie anarchiste. C'est un monde affreux, un monde où j'étais en train de réfléchir à cette liaison que vous faites, cette adjonction que vous inventez, que vous proposez entre le scientifique et l'anarchiste. C'est une race affreuse, les scientifiques anarchistes. Vous vous rendez compte? Oui, parce que la science, la vérité scientifique s'impose aux hommes. Ils n'ont pas le choix de l'admettre ou de ne pas l'admettre. On la cherche. Dès lors qu'elle est démontrée, dès lors qu'elle s'appuie sur une démonstration, elle est contraignante. Un anarchiste n'a aucune contrainte. D'où le dictum de Feyerabend. D'ailleurs, on peut appeler les modernes les anarchistes, d'une certaine façon, c'est leur accomplissement ultime, c'est sûr. C'est ce que l'on voit là d'ailleurs, parce que je pense que cette pensée moderne a eu ses noblesses, d'une certaine façon. Il y a de grands modernes. D'ailleurs, les premiers des modernes étaient encore pleins du monde ancien et ont apporté quelque chose, je pense, je ne sais pas moi. D'une certaine façon, Rousseau est un moderne ancien, c'est un moderne qui apporte quelque chose. Mais au fil du temps, peut-être en effet parce que la conscience ou la connaissance, c'est-à-dire du passé, c'est-à-dire le crétinisme a beaucoup progressé, le modernisme est devenu de plus en plus inacceptable, c'est-à-dire de plus en plus anarchiste, c'est-à-dire de plus en plus négateur de la vérité. Et je crois, encore une fois, j'insiste sur ce point, je crois que là, en ce début du XXIe siècle, il se passe quelque chose. Je crois qu'on est arrivé au bout de cette logique-là. Et on pourrait dire que, au fond, l'homme moderne a mis l'accent sur la liberté de contrainte, la liberté extérieure, la liberté d'opinion, de presse, de circuler, tout ce qu'on veut, au détriment de la liberté intérieure, ayant perdu toute notion de métaphysique.
Or, la libertas coactione n'est pas une partie intégrante de la liberté, du moins pour un classique. D'où les condamnations de l'Église, autrefois, contre ce que disait Pie IX, un délire, qui maintenant on promeut comme un droit. Oh, non, le fondement du droit. Le fondement du droit. C'est pas simplement un droit, Oui. c'est la mère de tous les droits, la liberté. Et ça pose des problèmes aux juristes, ça, évidemment. C'est peut-être l'égalité qui est la mère de tous les droits. L'égalité. Et l'égalité, elle procède du volontarisme le plus Oui. banal que stigmatisait Frère Thierry. Oui. La Alors, liberté est un avatar du je vais volontarisme. vous répondre avec Cicéron, sum cuique, à chacun selon ses mérites. Chose qui est aux antipodes de la pensée moderne, hein, qui est une pensée d'abstraction. Hein. Si on prend notre devise liberté, égalité, fraternité, on voit que ce sont des mots interchangeables qui ne sont pas colorés par un pays. Ce sont des machines de guerre pour détruire l'ordre ancien. Et comme dirait Balzac, qui est un excellent historien du XIXe siècle, ce sont des slogans pour les ambitions nouvelles. Balzac est un ancien, pour le coup. Oui, Ça, on voilà peut ce le que je récupérer. dis. Oui, Oui, oui. C'est bien que Et ce qu'il y a de beau, Balzac tombe. et ce qui peut C'est pour ça donner que je n'ai pas cité Constant, parce qu'il il est assez ambigu dans notre grille à nous. Enfin, dans la grille que je Balzac propose. est C'est ça que je devenu, vais noter. au départ il était bonapartiste, il est devenu légitimiste quand les princes légitimes n'étaient plus sur le trône. C'est pas par intérêt. Et on pourrait dire que la supériorité, mais c'est pas un cours de littérature qu'on va faire ce soir, de Balzac sur beaucoup d'auteurs dits réactionnaires de l'époque, qui avaient au fond le culte des cimetières, du passé, mais d'un passé mort. Balzac, c'est le Vous pensez à culte. qui? Un certain Néblion, passons. C'est le culte de l'énergie. On pourrait faire presque un parallèle avec Dostoïevski. Qui a Entre beaucoup lu Balzac. Oui, qui a tout J'ai lu nourri de Balzac. Oui. Et Balzac, au début, la comédie. Dostoïevski, un autre ancien. Alors, là, Voilà, on dit, hein. bien sûr. Mais qui aussi a commencé tout à fait démocrate, décembriste et tout ce que vous voulez. Il a eu la chance qu'un tsar l'envoie au goulag, enfin en prison, pour réfléchir un peu. Il peut y avoir des anciens démocrates, je pense. Comment? Il peut y avoir des anciens qui sont démocrates, je pense. C'est pas incompatible. Pas en France, je pense En pas. France, peut-être. La démocratie est compatible. Alors, avec la France. c'est une question, alors là c'est un versant politique intéressant, ça dépend ce que vous entendez par démocrate. Toujours, vous savez, la politique c'est très difficile, la philosophie aussi, parce qu'on n'est jamais d'accord, on peut parler pendant toutes des soirées et des nuits et on s'en prive pas. Et comme on n'est pas d'accord sur le sens des mots, on parle un peu en l'air. Comme la République romaine ou comme la démocratie. Non, la démocratie qui suppose un démo, c'est-à-dire une vérité, une permanence, une constante, ça c'est autre chose. Mais on peut dire que démocratos, les rois procédaient du pouvoir du peuple. Voilà. Il y a aussi une ambiguïté folle dans nos démocraties. C'est à la fois la contestation au nom de moi-je, sens contemporain, et puis il y a l'invocation d'un pouvoir qui soit celui du peuple, mais du peuple, non pas la masse des vivants, mais la permanence d'un peuple, qui comprend les enfants à venir, toutes les dimensions du temps, et les morts. Il y a ça aussi dans les démocrates. Vous savez, ça, ce problème. Ceux qui sont passés, ceux qui sont et ceux qui viennent. Oui. C'est comme la liberté, ça a beaucoup de sens. Les grands mots de la politique ont des sens. C'est pour ça qu'il me dit la conversation politique est toujours faussée d'une certaine façon, ça n'empêche pas de parler. Mais les grands mots politiques, ils ont des sens affreusement différents selon les acceptions des uns et des autres. La République, par exemple, est-ce que c'est la République de... Je ne sais pas, la République César, de Baudin, oui, par exemple, c'est-à-dire le souci commun qui s'impose à tous et dont la garantie est le roi. C'est ça chez Baudin. Bon. C'est pas du tout la République des républicains d'aujourd'hui, si vous voulez. Ils ne postulent pas
tout à l'inverse l'existence d'un père, enfin en tous les cas d'une autorité, d'une autorité. Donc vous dites république, vous pouvez dire une chose et vous pouvez dire le contraire. Vous dites démocratie, vous pouvez dire une chose et vous dites le contraire en même temps. Vous pouvez dire liberté, vous pouvez dire une chose. Et c'est pour ça que les conversations politiques est très... Je m'en suis rendu compte quand j'ai été député. J'étais député pendant 10 ans au Parlement européen. Et je me suis rendu compte en quoi la traduction est très... La traduction est très intéressante, la question de la traduction. Que selon que le traducteur comprenait une chose ou une autre, il traduisait dans deux mots différents qui pouvaient être absolument contraires au sens que j'ai voulu lui donner. C'est d'ailleurs pourquoi la conversation entre deux personnes, déjà la conversation entre plusieurs locuteurs qui ont la même langue, c'est difficile parce que chaque mot est polysémique, surtout les mots importants, démocratie, république, liberté, etc., égalité, etc. Et quand en plus on a deux langues et deux références, sémantiques différentes, on comprend rien. C'est d'ailleurs pourquoi, c'est la parabole de Babel, ça au fond. Pour maintenir la division entre les hommes, le Créateur, il fait bien d'ailleurs, pour l'empêcher de se vouloir l'égal des dieux, pour empêcher l'humanité d'être l'égale de Dieu, lui envoie la différence des langues. Là, on est sûr qu'à partir de ce moment-là, l'humanité ne peut pas prétendre à grand-chose. À la Pentecôte, il la casse. Ah oui, mais sur un autre plan. Oui. Et la conception de Babel, c'est la conception de Babel. À Babel, c'est tout à fait ça. C'est l'idée que les peuples, sans aller jusqu'à Babel, il y a cette Babel européenne que j'ai vécue tous les jours pendant 10 ans. C'est l'idée que les différences d'être, l'être allemand, ou l'âme allemande, ou l'âme russe, ou l'âme française, sont équivalentes et qu'on peut passer de l'une à l'autre comme ça, sans qu'il y ait de permanence et sans qu'il y ait de fixité, sans qu'il y ait de vérité autre que ce qu'on en fait. Or, ce qu'on en fait, c'est l'ordre du volontarisme, c'est le contraire. Enfin, on dit toujours la même chose, mais ce que l'on vient de dire est très accusatoire aussi pour des entreprises babéliques ou babéliennes, comme le mondialisme ou l'européisme. Ne serait-ce que sous le regard de cette question hautement métaphysique, qui est la question de la langue. C'est sûr. L'incarnation. Oui. Je ne sais pas si on peut arriver à restaurer au début du... Peut-être qu'on doit pouvoir prendre notre revanche contre Perrault, mon Dieu, 330 ans plus tard. Je ne sais pas si on peut réinstaurer dans le débat public cette opposition entre ancien et moderne comme étant certainement plus opérante que toutes les oppositions, là aussi qui ne veulent rien dire, entre les libéraux et les pas libéraux, etc. On vasouille dans toutes les conceptions possibles du mot libéralisme, qui ne veut rien dire. Entre permanence et non-permanence. Entre permanence et contingence. Permanence qui est permanence. Oui. Qui va plus loin que nous. Alors là, c'est même pas un débat de 3 siècles. Entre pragmatisme et utopie également. C'est pas pragmatisme, je dirais pas. À l'utopie, il faut opposer autre chose que le pragma. Il faut opposer Qu'est-ce que vous dites, Henri? Tout va disparaître? Non, je parle pour les autres. Tout va disparaître. Qu'on efface notre trace sur Terre. De toute façon, c'est la grande chose. Il n'y a plus de trace de nous sur Terre. Le catholicisme, ça devient. Pardon? C'est une belle théorie, le catholicisme, ça devient. C'est ça, oui. Écoutez, ça fait le progrès. D'ailleurs, non, l'homme maintenant, il veut marquer, il crée des monuments, il veut rester sur Terre. S'il était vraiment bien, il accepterait de tout détruire ce qu'il a fait et de se tuer tous ensemble. ça vient. Peut-être qu'un jour, il y aura d'autres. Ça vient. Et personne ne répond à ma question. Est-ce que vous croyez qu'il y a une... C'était ça l'origine de ma recherche. Est-ce qu'il y a une manière de recréer un débat public autour de cette opposition? Alors, comme dit Henri, c'est entre permanence et contingence, entre... Peut-être est-ce aussi l'opposition entre la vérité et la réalité. Soyons platoniciens jusqu'au bout, alors. Hein?
Le problème est là. C'est-à-dire, vous voyez, même dans le domaine juridique, Surtout ne pas On est- confondre on la est- vérité et la réalité. on est le tombé point dans de le départ. coin. Hein. et au fond, jusque dans les années 50, l'Église avait lutté contre ce qu'on appelait le positivisme juridique. Donc, il n'y a rien au-dessus de la loi que l'émanation d'une supposée hypothétique volonté générale, et c'est les théories fumeuses de Rousseau, qui aujourd'hui pourrait politiquement remettre en cause le positivisme juridique. Grave problème. Ben, l'Église, Elle ne le fait plus. oui. Elle le Pourrait, fait plus. l'Église. Elle le fait plus. Hein. On va présenter comme modèle de convivialité un certain pays tout petit qui doit faire le département français où il y a à peu près toutes les religions, toutes les ethnies. Alors qu'à 100 km de là, les monastères sont dans des enclaves de barbaresques préservées par quelques troupes de l'OTAN. Voilà où l'on en est. Donc je pense que on est appelé à un travail de réformation intellectuelle, comme disait Renan. Et tant qu'on ne sera pas revenu à une philosophie réaliste, mais on pourra bêler, je suis chrétien, je suis monarchiste, je suis ceci, cela. Et ce sont que des vêtements, mais l'essence de la pensée n'a pas été modifiée. Or, l'État, ou plutôt la forme d'un régime, dépend essentiellement de la couleur morale d'une nation. Une couleur morale. Oui, disons, la teneur morale ou la santé morale d'une nation. Hein, ça ne sert à rien. On voit très bien, et ce serait une leçon à tirer, les échecs des différentes restaurations. D'une part parce qu'elles étaient en compromis, ensuite elles n'ont pas su reprendre en main le pays. Elles n'ont pas su. Il est certain que depuis 3 siècles, on perd toutes les batailles, y compris les restaurations. Non ? Non, mais justement, je pense qu'on a fini de perdre toutes les batailles. Mais il faut trouver un moyen de le dire, c'est ça. Il faut trouver un moyen de le dire, de réinstruire une pensée qui soit nourrie, on peut dire, de l'explosion de l'idée de progrès. Parce que vraiment, elle explose maintenant. Elle explose même gravement. Enfin, encore une fois, que le progrès devient une menace, et alors qu'il a été pendant 3 siècles, plus de 3 siècles, une promesse. Ça, oui. Comment? Il y a quelque temps, M. de Lacoste est venu parler de l'apocalypse du progrès, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, qui c'est, M. Oui, de oui, Lacoste. oui, oui. De même, là, dans quelque temps, sans doute, je vais publier un livre sur orthodoxie et modernité. Et tout à fait dans la pensée des penseurs slavophiles. Un livre de plus de 1000 pages. Dont vous êtes l'auteur? Non, 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 c'est en russe. C'est Donc la traduction, je viens de la recevoir. Le progrès aujourd'hui menace l'homme. On n'a qu'à regarder Et ce qui est nouveau, le transhumanisme. oui, j'aurais dû citer transhumanisme par exemple. Ce qui est nouveau, c'est que la conscience progresse de cette menace. Et de ce point de vue-là, l'alarme écologiste est très fondée. Elle est foutraque, de certaine façon. Elle est mal, Oui, elle est mal dite. mais elle dans est le pire fondée. des cas, les écologiques politiques vont défendre le phoque contre l'homme. Oui, pourquoi contre? Contre l'homme, Pourquoi Pourquoi contre? contre? Je comprends pas. au détriment de l'homme. Parce que Pourquoi au l'homme, détriment soi-disant, a de une l'homme dette envers la déesse Terre. L'homme n'a pas besoin de se vêtir de peau de phoque en permanence. Si on peut éviter de bousiller 100 000 phoques, autant le faire. C'est un détail, ça, à la limite. Ou 6 millions de phoques, comme vous préférez qu'on le dise. Chaque élément de Non. la nature est un détail respectable. Non, mais Frère Thierry a raison au niveau juridique. Dans l'ordre juridique français, l'animal est Il y a davantage l'effort. protégé Non, que écoutez. l'embryon. Oui, oui, c'est ça. Vous avez raison, Frère Thierry.
C'est scandaleux. Non, mais il faut protéger l'embryon et le phoque. Mais qu'est-ce qui permet de dire que l'homme est plus important qu'une créature de nature autre? Parce que pour l'homme ancien, pour l'homme médiéval, pour le chrétien, il est le maître de la nature et le microcosme. Et non pas un élément... Mais est-ce que le maître détruit? Est-ce que si vous avez un appartement, vous mettrez de la terre sur les murs et on ne vous rendra pas votre caution si vous faites ça? C'est un peu pareil pour la terre. Dieu nous met la terre en caution et si on la détruit, il ne nous rendra pas notre caution. L'homme est le berger de l'être, disait quelqu'un. Si vous êtes un berger et que vous tuez vos brebis, ça marche pas. Avec des guerres. Oui. Et il a donc des responsabilités à l'égard de ceux qui fait paître. Hein. Il y a un cantique de Bach qui dit, c'est quoi les paroles, c'est les brebis peuvent être en paix quand un bon berger les surveille. Le bon berger, c'est Dieu, mais ça peut être aussi l'homme, parce que l'homme est il reçoit une mission de la part de Dieu. Oui. Allez lui dire aujourd'hui. Mais il faut lui dire. Mais oui, il faut le dire. Il y a deux formes d'écologie. L'écologie qui idolâtre la nature parce qu'ils frappent leur Dieu, et l'idéologie qui relie la nature à Dieu, c'est tout, c'est pas le même, c'est tout. Il suffit d'appeler la nature création. C'est la création. À ce moment-là, immédiatement, on lui rend sa nature transcendante. C'est encore une question de mots. Comme d'habitude. Beaucoup de mots, comme toujours. Bon. Frère Thierry, je suis désolé, mais il faut que je passe à table. Et heureusement, c'est pas loin, mais je suis attendu à la fin de Alors, oui, je je vous laisse les